Hey, what's up tout le monde et bienvenue à un simple podcast. Cette semaine, on est en mode séries éliminatoires de la Coupe Stanley, mesdames et messieurs. Oui, la saison de la NHL qui se finit demain. Et donc, on passera en mode série dès le week-end, mais j'ai décidé d'y aller tout de suite de mes prédictions pour ces séries 2026, ainsi que faire un petit bilan de la saison du Canadien. Grand fan du Canadien, je pense que c'était clair. Je pense que j'en ai déjà assez parlé de même. Je commence en parlant, OK, moi, je suis... regarde, OK. Je sens déjà que beaucoup de gens vont décrocher rapidement. Ça fait pas une minute. Regarde, restez avec moi. On va passer à travers. J'ai envie de parler de mon pool de hockey. Je suis dans un pool de hockey. Un pool Yahoo Fantasy, pour les gens qui sachent un peu. Ça va peut-être vous aider à vous situer. Je fais un pool Yahoo Fantasy. Puis, je suis embarqué là-dedans cette année avec mon beau-père. Il y a mon beau-frère là-dedans. Il y a le frère de mon beau-père. En tout cas, c'est surtout comme dans la parenté de ma copine. Puis, écoutez, l'année commence. Je repêche dernier sur 12 dans un pool où on doit avoir une vingtaine de joueurs. Donc, on s'entend que les attentes n'étaient pas très hautes. Hein? Je me sentais un peu comme les Coyotes d'Arizona dans le temps. Puis, repêchage avance. C'est pas que je fais des choix de merde, mais ben, tu sais, je vais au mieux de mes connaissances puis tout ça, mais je fais qu'est-ce que j'ai, tu sais. Bref, c'est pas fameux. L'année avance, je perds souvent. Et là, comment ça fonctionne pour la qualification des séries, entre parenthèses, c'est qu'à partir de la semaine, ça dure 24 semaines, du début de la saison, pas? Depuis le début de la saison. Puis rendu à la 21e semaine, c'est une qualification pour savoir qui fait les playoffs, dans le fond. Les 6 premiers font les séries. Devinez quel rang je me suis qualifié. Je me suis qualifié 6e, avec une différence de 15 points entre moi et le 7e, entre le 6e et le 7e. Oui, 6-7. Et puis, c'est ça a vraiment été de peine et de misère, comme on peut dire. Mais il faut dire que j'ai eu un parcours Cendrillon, comme les Golden Knights de Vegas à leur première année dans la Ligue nationale. Je me suis rendu en finale. Et puis, la finale est présentement en cours. Écoutez, la semaine a super bien. La finale est sur 2 semaines. La première semaine s'est super bien passée. Je domine toutes les catégories. La victoire est pratiquement dans la poche. Hein. Je commence déjà à penser qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là. Hein? Payer mes impôts. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça que je vais faire avec le montant si je le gagne encore. Mais encore là, c'est plus tant sûr parce que, bon, écoutez, je suis un peu fâché contre les coachs de toute la Ligue nationale là, en ce moment. Là, j'ai pris micro, j'ai pris parole, j'avais besoin d'en parler. Là, c'est le fun. OK? Finalement, j'ai réussi toute l'année. J'ai été un bon directeur général. J'ai été chercher des joueurs, fait des échanges. Mes joueurs se sont développés. Parfait, super. On a des joueurs établis de la Ligue nationale qui font beaucoup de points, qui permettent de peut-être gagner un pool. Là, on arrive sur le bord des séries. Qu'est-ce que font les coachs? Les coachs reposent les joueurs importants de leurs équipes en vue des playoffs, pour pas qu'ils se blessent. Fait que là, qu'est-ce que ça fait dans un pool? Ça fait que tu as plein de joueurs qui sont inéligibles à jouer parce que ils jouent pas, justement, ils sont sur la passerelle. Ils sont LT Scratch, comme on dit. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton adversaire, lui, s'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça là, qui sont LT Scratch, il continue de faire des points pendant que toi, tes super bons joueurs sont tellement bons qu'ils jouent pas puis qu'ils font pas de points puis qu'ils te font perdre le pool. Bref, ceci étant dit, j'espère que vous comprenez un peu mieux ma situation. Comment je me sens, tout ça. Hein? Je pense que c'est clair. Quoique, aucunement intéressant pour le commun des mortels. Là. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un en ce moment qui écoute ça dans son char et il est comme, j'en ai absolument rien à chier, man. Il y a des affaires plus graves que ça en ce moment que ton calice de poule. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi pour le sac. Je suis d'accord avec vous. Des fois, j'essaie de me dire ça. J'essaie de me dire, c'est pas si important de ça. Puis après ça, je suis comme, Ryan Hartman, man. 8 points dans les 10 derniers matchs, puis là, il bench. Fait que c'est pas si difficile que ça pour moi de relativiser. Donc, j'ai décidé de faire l'exercice, le fameux exercice de la tier list avec des joueurs du Canadien pour parler un peu, faire un petit bilan de saison des performances individuelles de chacun.
Parce qu'on sait que collectivement, hein, ça a été une superbe saison. On s'est qualifié pour les séries. On finit deuxième dans l'Atlantique. Ceci étant dit, il y a beaucoup de plateaux qui ont été atteints personnellement. Les joueurs, je pense, qui ont très bien performé. Ça a été une belle année dans l'évolution de nos joueurs. Tu sais, on est quand même une jeune équipe, mais déjà, on voit le talent de certains éclore, hein, certains qui se démarquent, on pourrait dire, du niveau, de la catégorie, peu importe. Donc, on y va tout de suite. Là, je ne vais pas faire de fausses promesses. Là. Sur Spotify, bon, vous n'aurez pas la tier list visuelle. Sur YouTube, je vais essayer quelque chose. OK, regarde, on le vit en direct. Ça, là, c'est que de l'incitation, gang, pour que vous vous rendiez sur mon YouTube, OK? En direct, en ce moment, je vais rechercher si je peux faire un enregistrement d'écran. Et ça fait que c'est sûr que pour les gens qui sont sur YouTube en ce moment, un peu de la qualité de merde, là, niveau qualité, on s'entend. Bon, écoutez, mauvaise nouvelle, je ne pourrai pas enregistrer l'écran. Donc, il n'y aura pas de tier list pour personne. Mais si je t'avoue, j'irai quand même sur YouTube écouter l'épisode aussi parce que sur YouTube, j'ai fait un petit intro. Donc, c'est un peu plus ludique, hein, c'est un peu plus agréable. On sent une petite touche artistique, là, comme on dit. Et puis, des fois, c'est ça, là, j'ajoute des petites images dans l'enregistrement que je suis capable de mettre sur YouTube, que je ne peux pas mettre sur Spotify parce que je ne suis pas Joe Rogan. Que Spotify n'a pas acheté mon podcast. Je pense même pas que Spotify sait que je fais un podcast. Je pense qu'ils ne le regardent même pas sur leur plateforme. La seule personne qui sait que je fais un podcast, c'est Lucie. Puis même ça, elle ne savait même pas que c'était moi qui faisais un podcast. Elle était juste... Ça, je pense que c'est l'affaire la plus drôle qui me soit arrivée à date dans ce beau projet qu'est mon podcast. J'en ai parlé la semaine passée, si vous n'avez pas écouté. Une madame perdue dans l'Internet. Elle doit chercher... Elle doit avoir payé pour un abonnement Spotify, puis elle n'est pas contente, puis elle veut se faire rembourser. Ça, c'est ma théorie. Puis elle écrit dans la barre de recherche Spotify « Service à la clientèle » et elle tombe... Wow! Comment l'algorithme est fabuleux. Elle tombe sur mon épisode. Et là, elle commente. J'aimerais me faire rembourser. Je me souviens plus du message exact, là, mais elle me dit le montant qu'elle veut se faire rembourser puis qu'elle exige un remboursement. Ah, wow, c'est fameux. C'est parfait, je veux dire. Je pense que c'est comme ça que je pense. Je pense que c'est de même que je vais être connu par erreur. Ma fanbase, ça va devenir du monde fâché qui veut être remboursé. Mais gang, si vous voulez vous faire rembourser, j'ai une bonne option pour pas que vous ayez à vous faire rembourser, donc pour pas que vous vivez cette émotion négative-là, c'est de vous abonner à mon channel YouTube. YouTube, c'est gratuit, gang. À moins que vous voulez payer pour pas avoir de pub. Mais même à ça, je pense qu'en ce moment, je suis tellement pas connu qu'il n'y a pas de pub sur mes vidéos. À moins que je me trompe, là, si quelqu'un peut me confirmer, mais d'après moi, il n'y a pas de pub encore sur mes vidéos. Donc, c'est ça, je vais y aller d'une tier list sur les joueurs du Canadien de Montréal, édition 2025-2026. Donc, on part tout de suite la tier list. Le premier nom que j'ai dedans, c'est Josh Anderson. Josh Anderson a quand même eu une pas pire saison. Pas niveau récolte offensive. En 72 matchs, 14 buts, 9 aides, 23 points. Fini avec un différentiel de -4. Mais Josh Anderson, c'est une constance et c'est une éthique de travail qui est nécessaire aux Canadiens. C'est surtout, on n'a pas beaucoup de gros bonhommes qui sont capables de patiner vite, qui frappent puis qui sont constants. T'sais. Fait que je pense que Josh Anderson, c'est un bon ajout à l'équipe. Il y a eu des meilleures saisons niveau points. L'année passée, 27 points. Il y a un petit push à la fin de la saison. Sa meilleure saison était... il y a 2 excellentes saisons, 2021-2022 et 2022-2023 avec 32 points. C'est sûr que c'est pas le joueur qu'on s'attendait qui soit comme il était chez les Blue Jackets avec sa saison en 2019 de 47 points. Ça, c'est sûr. C'est ce que tout le monde pensait quand on a obtenu Josh Anderson en 2020. Mais il a adapté son style de jeu, tu sais. Il jouait sur une 3, sur une 4. C'est arrivé de jouer sur une 2. Il a même déjà joué avec Suzuki Caulfield l'année passée, je pense, au début de l'année. Quand ça allait pas trop bien, tu sais. Mais c'est ça. C'est surtout une rigueur
énergétique, je dirais. Ah oui, bon, ok, là j'ai commencé la tier list, typiquement, j'ai oublié d'expliquer. Pour les gens qui sortent du bois, ok, une tier list, dans le fond, c'est que on classe des éléments quelconques selon des lettres. S, A, B, C, D, F. S, c'est S tier, c'est parfait. T'as rien à dire, c'est on top, là. Puis F, ben, c'est le moins bon. Vous comprenez un peu? A, c'est apprécié. B, c'est bon. C, c'est correct. D, c'est détestable. F, c'est franchement nul. Je sais pas. Ok, allez-y, faites votre propre interprétation, mais on y va comme ça. Fait que je vais vous nommer à peu près à chaque fois le joueur puis où je le placerai personnellement. Hein? On se rappelle, je suis pas analyste NHL, même si c'est un petit rêve que j'ai. Tu sais, un jour, je souhaite quand même que ça arrive. Donc, Josh Anderson, comme je viens de parler, je vais le mettre dans le B. Certains diront que c'est haut, certains diront que c'est bas. Je pense que sa contribution physique est essentielle aux Canadiens parce qu'on est une équipe rapide, oui. On est une équipe jeune, mais on n'est pas une équipe si grosse que ça. On a quelques joueurs, là. On peut penser à Dobson, CC3, Dax, CC3, Jacky, CC4. À part Jacky, mettons, c'est pas tant des gars qui frappent. C'est pas des gars qui utilisent leur gros gabarit pour frapper. Fait que Josh Anderson est essentiel quand même à ce niveau-là. Puis à 31 ans, c'est ça, il apporte quand même encore une bonne énergie. Fait que je le mettrais B. Ensuite, on a Cole Caulfield. Mesdames et messieurs, Cole Caulfield, marqueur de 51 buts. Une première depuis des années, depuis Stéphane Richer. J'ai récemment, ce matin, ok, j'ai encore une fois, je pense pour la 10e fois, regardé la compilation des 51 buts de Cole Caulfield. Ouf, si vous allez pas bien, là, vous êtes fan du Canadien, écoutez cette vidéo-là. Mettez-le dans vos vidéos enregistrées, là, puis sortez ça à tout moment. Je pense que c'est ça que je veux qu'on joue à mes funérailles, pour vrai. Je pense que c'est ça a été une année spectaculaire pour Caulfield. Récolte de 88 points au total, donc points par match acquis, 51 buts. C'est le deuxième meilleur marqueur de la Ligue nationale cette année. Et tout ça sans aucun filet désert. Ça, je pense que c'est quand même important de le spécifier. Là. Aucun but marqué dans une cage béante. Là, je veux dire, tous ces buts ont été marqués contre un gardien. Cole a aussi amélioré beaucoup son jeu défensif. Je pense qu'il est beaucoup, je vais dire beaucoup meilleur. Je commence à parler comme un joueur de hockey. Dès que je parle de hockey, mon niveau de langage redescend. Mais ouais, Cole a eu une bonne saison, s'est développé sur 200 pieds. Puis c'est un joueur assez responsable, malgré son petit gabarit. On l'a vu travailler un peu plus fort sur le bord des bandes. Il n'a pas peur d'être le leader sur l'échec avant, puis des choses comme ça. Fait que, et il contribue à l'offensive de façon remarquable. Donc, Cole Caulfield, j'ai pas le choix de le mettre S-tier. Vous voyez, c'est un bon exemple d'un S-tier. Cole Caulfield avec le Canadien de Montréal. Ensuite, on a Monsieur fait en fibre de verre Kirby Dach, comme aime bien l'appeler notre cher ami Félix Séguin de TVA Sport. Kirby Dach, c'est déception après déception. Okay? Il a joué 37 games cette année. Pour ceux qui ne savent pas, une saison de hockey, c'est 82 matchs. 37 games en 82 matchs. Il n'y a aucune saison complète depuis qu'il est dans la Ligue nationale. L'année passée, 57 games. L'année d'avant, 2 games. L'année d'avant, 58 games. L'année d'avant, 70 games. L'année d'avant, 18 games. Sa première année, 64 games. Jamais joué plus de 70 matchs. C'est assez aberrant. Je pense pas qu'il tombe en fait, il tombe à agent libre avec restriction cette année. Moi, personnellement, je m'arrangerais pour pas être pogné avec ça. T'sais. Je pense que c'est de l'énergie dépensée un peu négativement. T'sais. En plus, on l'a mis un peu sur le premier trio, après ça, sur le troisième. Donc, c'est comme, on sait pas quoi faire avec. Puis clairement, lui, il sait pas quoi faire avec son corps parce que, à part tomber puis tout le temps se blesser, c'est flagrant. Donc, il y a 2 semaines, il revient au jeu, okay, après une blessure de un peu plus d'1 mois. Il revient au jeu.
il se mange le bâton de son coéquipier dans la gueule, s'en va au banc, il est parti, je pense, 10 minutes, il est parti à l'infirmerie. En tout cas, je, je portais plaisir à le voir jouer à sa première année avec le Canadien. Parce que c'est un grand bonhomme, mais il patine bien, des bonnes mains, un bon tir, une bonne vision de jeu. Mais l'accumulation de blessures, j'ai l'impression que ça a ruiné un peu sa confiance. Puis euh, un joueur de hockey pas confiant, ça se débarrasse de la rondelle, ça prend des mauvaises décisions, ça a la tête basse, puis ça a peur des contacts. Puis c'est exactement ce qu'est Kirby Dach. Moi, malheureusement, je le mets dans le D. Je le mets pas dans le F parce que il est quand même jeune. Là. Kirby Dach, 25 ans. Il y a encore de quoi à faire. Je pense qu'il y a encore comme. Il y a un an ou deux, un an maximum. Là, c'est comme un wake-up call. Il faut qu'il se passe de quoi dans sa carrière. Il faut qu'il reprenne sa carrière en main. Mais ouais, cette année, je le mettrais dans le D. Là. C'était pas une belle saison. C'est sûr, l'échantillon est court aussi, mais c'est ça. Ensuite, on a Philippe Danault de retour avec les Canadiens après 3-4 saisons à LA. 1, 2, 3, 4, 5 saisons. Ben, cette année, ça a été entrecoupé, là, mais 5 campagnes avec les Kings de Los Angeles. De retour avec le Canadien. Quand on l'a acquis, il n'avait pas scoré encore. Finalement, il a fini l'année avec 6 buts en 45 matchs. Mais c'est pas ce qu'on s'attend de Philippe Danault. C'est un centre défensif. On est allé chercher pour qu'il gagne des mises en jeu. Parce qu'on n'avait que des centres droitiers. Kapanen est droitier, Suzuki est droitier, Evans est droitier. On a besoin d'un centre gaucher. Tu sais, des fois, selon où la mise en jeu doit se prendre dans la zone, tout ça, tu as besoin d'un centre d'une autre latéralité. Là. Tu peux avoir que des centres qui lancent du même côté. Il a fini l'année à -6. Ce qui est bon. Là, on s'entend pour un centre défensif que tu t'attends à ce qu'il soit souvent sur des missions défensives. Finir à -6, ordinaire. Je vous l'accorde. Moi, Danault, c'est sûr, une mise en jeu, là, c'est pas tant l'affaire que tu retiens le plus d'une game de hockey. Il a joué des bonnes minutes en désavantage numérique. Je trouve que quand je regarde une game de hockey, puis je le vois jouer sans la rondelle, je questionne jamais ses décisions. Je fais jamais comme qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est pas là, tu sais. Mais il passe un peu sous le radar, tu sais. Fait que je le mettrais C. Parce que C, c'est comme la limite de je te lance pas des roches, mais t'es comme un peu invisible. Fait que c'est ça, je vais le mettre C. Ensuite, Ivan Demidov. Demidov, première saison complète avec le Canadien. Termine avec 62 points, 19 buts, 43 passes, plus 3. Puis, ouais. Il y a aussi 7 buts en avantage numérique. 7 de ces buts ont été marqués en avantage numérique parce qu'il a joué sur la première unité d'avantage numérique cette année. Puis honnêtement, ça a dynamisé beaucoup les choses. D'avoir des joueurs assez mobiles comme lui, Hudson, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, c'est un avantage numérique qui bouge. Bon, qui à la fin de la saison, on a un peu de la misère. Mais pour une première fois depuis plusieurs années, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à regarder l'avantage numérique du Canadien. Je trouvais que c'était électrisant. On sortait des jeux qu'on voyait pas souvent. Les joueurs savaient l'un où était l'autre. Puis Demidov, pour vrai, quand tu le regardes jouer, il y a des astis de main, oui. Patine bien. Mais il va toujours trouver le moyen de faire une passe sur sa palette. Ça arrive, là, des turnovers, comme tout le monde. Là. Il est jeune. Des fois, il calcule peut-être mal son risque. Mais overall, là, il est assez impressionnant. Est-ce que c'est le joueur d'impact que je pensais qu'il serait dès la première saison? Non. Mais est-ce que ses attentes et ses résultats sont réalistes pour son expérience dans la Ligue nationale? Oui. Donc, je le mettrai en B. Mais je pense que il va avoir un énorme avenir. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est le genre de joueur sur lequel je m'inquiète. Je pense qu'il doit juste avoir plus confiance. Je pense qu'il doit plus tirer. Il est du genre à
des fois, il y avait des occasions de tirer, puis il allait pour une passe, tu sais. Il revirait le jeu de bord, puis il voulait faire une passe. Je pense que s'il gagne confiance, puis il tire plus, parce qu'à chaque fois qu'il tirait, comme 7 buts en avantage numérique, là, il y a une bonne garnotte, là, comme on dit. Là. Fait que je pense qu'il devrait tirer plus, s'il veut l'année prochaine finir dans le A ou peut-être même dans le S. T'sais. Fait que je le mets dans le B. Ensuite, Jake Evans, autre centre défensif. Jake Evans qui finit la saison avec 24 points, 12 buts, 12 passes, moins 8. Jake Evans, j'ai rien à dire. C'est un peu comme. C'est pas mal semblable à Dano. Je trouve qu'il est efficace sur les mises en jeu. Beaucoup de minutes en désavantage numérique. C'est un joueur serviable aux Canadiens. En série, tu as besoin de joueurs de même. Puis, je trouve que je le remarque un peu plus que Dano. Dans son échec avant, il est un peu plus impliqué. Émotivement aussi, je le sens peut-être une petite affaire plus impliquée dans le game, ou peut-être c'est juste qu'il a la mèche plus courte, mais ça arrive souvent que dans les scrums, là, les fameuses petites bagarres d'après sifflet, il est souvent là, en train de défendre ses coéquipiers, tout ça. Fait que je le mettrais dans B. Non, je le mettrais dans C quand même. B, ça prend une implication de plus que ça, un impact plus global sur l'équipe. Je le mettrais là. Ensuite, on a Brandon Gallagher, le bon vieux Gallagher, qui a joué 77 matchs cette année parce qu'il a été laissé de côté pour 5 matchs, excusez-moi. Mes maths sont loin dans ma tête. Ouais, c'était quelque chose pour moi quand il était laissé de côté pour la première fois alors qu'il est en santé. On dirait que ça fait 2-3 ans qu'on sait que la fin approche pour Gallagher. Mais là, de se faire tasser de l'alignement par des plus jeunes qui ont peut-être quasiment moins faim que lui, mais beaucoup plus de talent, beaucoup plus de jambes, ça nous montre que, tu sais, il arrive à la fin, Gallagher. Fait que pour ça, je le mettrais dans le D. Même s'il est vraiment sur le déclin. Même que ça m'est arrivé de regarder des matchs puis de me dire, quand il est sur la glace, ça nuit un peu à son équipe. Pas parce qu'il veut pas. Ça, on pourra jamais reprocher qu'il veut pas. Là. Le gars, il va donner tout ce qu'il a. Là. Il donnerait même le restant de cheveux qui reste à la tête, là, vous comprenez? Mais il n'y a plus de jambes. Gallagher était connu parce que c'était un petit joueur baveux, un peu en avant du net, là, puis là, il se pognait avec tout le monde. On le voit plus jamais se pogner avec personne. Le gars a pas de jambes. Il retourne tout le temps au banc, il est trop essoufflé. À chaque fois que la caméra elle zoome sur lui, sur le banc, il est fendu en deux en train d'essayer de trouver son souffle. Fait que c'est un peu plus dur pour notre cher Gallagher. Fait que je le mets dans le D. Ensuite, on a Oliver Kapanen. Belle découverte. Il a joué 18 games l'année passée, tu sais, mais il n'avait pas scoré. Cette année, wow, il a trouvé un talent de marqueur quand même. 22 buts cette année, 22 buts, 15 passes pour 37 points. Fini qu'un différentiel de plus 4. Kapanen a été surprenant cette année. C'est un joueur qui évoluait dans la ligue professionnelle suédoise, qui est une ligue connue pour le jeu défensif. Tu sais, c'est un bon centre défensif à 20 ans. À 22 ans dans la Ligue nationale, il est assez solide défensivement. Je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Là, mais il jouait avec Demidov, qui n'est pas un joueur qui est excellent dans sa zone. Mais Demidov est un excellent passeur, ce qui fait que ça a concrétisé quand même 22 buts pour Kapanen. Là, c'est sûr que pour les plans de l'équipe, qu'est-ce qu'on va faire avec? Va-tu venir comme troisième centre? Là, finalement, Michael H va rester au Michigan pour 1 an de plus. Bon, c'est sûr que là, je pars un peu plus dans les théories du futur. Si je reviens un peu plus sur cette année, t'enlèves Kapanen, je sais même pas je mets qui comme deuxième centre. Fait que pour ça, je le mets dans le A, dans le B, Kapanen. Parce qu'il a quand même voyons, il a contribué d'une certaine façon à l'offensive de l'équipe. S'il n'est pas là pour finir les jeux de Demidov, Demidov n'a pas autant de points. Fait que je pense que Kapanen mérite sa place dans le B.
Ensuite, on a Patrick Laine. Bon, Patrick Laine, je mets ça direct dans le F. Parce que, c'est ça. Il n'a pas joué de l'année. Il a joué 2 games. Rien à dire de plus. Alex Newhook. Newhook avait un excellent début de saison jusqu'à ce qu'il se blesse au genou. Finalement, fini l'année avec 25 points en 42 matchs. Bon, il joue sur une deuxième ligne souvent, ou une troisième. Mais cette année, il a surtout joué avec Kapanen Demidov. Je me serais attendu à plus de production offensive, plus de points là, sur la feuille de pointage pour Newhook. Mais il apporte beaucoup de vitesse. Excellent sur l'échec avant. C'est un bon passeur. Quand même bon dans sa zone. Au début de l'année, on l'a vu beaucoup jouer en désavantage numérique avant qu'il se blesse. Fait que pour ça, je vais le mettre dans le C. Parce qu'il a quand même juste joué 42 games. Fait que l'échantillon est court sur ce qu'on a vu. Puis ce qu'il nous donnait avant sa blessure, ça veut pas nécessairement dire que c'est ce qu'il nous aurait donné toute l'année. Mon questionnement, c'est on n'est pas capable de confirmer que le pace qu'il nous a donné au début de l'année, c'est ce qu'il peut nous donner tout le temps. Parce qu'il s'est blessé puis il est revenu moins fort. Veut pas. Certes, il était blessé. Ça l'explique la baisse de rendement, mais ça reste que c'est ça. C'est pas assez concluant pour que je dise comme OK, wow, il y a vraiment eu un impact à petite ou grande échelle sur l'équipe. C'est pour ça que je le mets dans le C. Ensuite, on a un ancien premier choix au total, Juraj Slafkovský. Belle saison pour Slafkovský qui finit avec 30 buts, un nouveau sommet personnel, 43 aides et 73 points en 82 matchs. Restant en santé toute l'année. Pas manqué de game. Comme d'habitude, j'aurais envie de dire qu'il y a eu un début d'année mollo. Slafkovský, au début de l'année, on dirait que ça prend du temps avant que ça parte. T'sais. Mais un coup que ça s'est mis à partir, tabarouette, ça a bien été. Et l'élément déclencheur de ça, c'est quand on s'est mis à le faire jouer sur le deuxième trio avec Kapanen et Demidov. On avait un trio de jeunes. Le fait qu'ils ne jouaient pas sur une ligne autant All-Star, si je peux dire, avec Suzuki et Caulfield, j'ai l'impression qu'ils prenaient plaisir à transporter la rondelle. Pour un gros bonhomme de 6'3", 225 livres, en 4 saisons avant ça, 3 saisons, excusez-moi, on l'avait jamais vu se déplacer avec la rondelle, prendre la rondelle dans sa zone puis l'amener dans la zone adverse. C'est ce qui s'est mis à faire un peu plus sur ce deuxième trio-là. Ça lui a donné beaucoup de confiance. Puis quand il a switché, quand il est revenu sur le premier trio, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait encore cette assurance-là, mais qu'il l'appliquait à cette heure au premier trio. C'est quand même 15 buts en avantage numérique aussi. Je pense qu'il s'est trouvé un peu plus une niche, là, comme on peut dire, dans l'enclave. Puis il nous a sorti des beaux highlights, Slafkovský. Je pense que ce qui lui reste à améliorer, je pense, c'est juste de commencer la saison avec la même intensité qu'il réussit à prendre. Mais souvent, les gros bonhommes, de même, là, les power forward, c'est quand même une tendance reconnue là, dans la Ligue nationale que les gros bonhommes, des fois, autant ça leur prend du temps dans leur développement, on dirait apprendre à contrôler leur corps d'une certaine façon, puis à bien l'utiliser, ça prend tout le temps du temps, t'sais. Mais un coup qu'ils réussissent, c'est un pari qui en vaut la peine. T'sais. Donc, Slafkovský, je le mets dans le A. Ensuite, on a notre capitaine, Suzuki, qui a atteint les 100 points, 101 points même pour Suzuki. C'est une excellente saison. Est-ce que je pense qu'on peut le qualifier de joueur de 100 points assuré à chaque année pour les 5-6 prochaines années? Non, je pense que c'était une excellente saison. Mais je pense qu'à 26 ans, il nous a prouvé que c'est un joueur de points par match. Ça, c'est sûr. Responsable défensivement, excellent leader, un bon passeur, une bonne vision de jeu, une constance, surtout Suzuki. Jamais manqué de game dans la Ligue nationale. Depuis... la dernière fois qu'il a manqué des games, c'est en 2020, tu vois. Puis non, même pas, c'est parce que la saison avait été courtée. Mon erreur. Il n'a jamais manqué de game de toute sa carrière. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est une bonne chose aussi. Ça veut dire que, tu sais,
Quand on dit ça, là, c'est pas que les joueurs se blessent pas, parce que tous les joueurs ont des petites blessures et tout, mais ça veut juste dire que malgré ça, il est capable de continuer de jouer et de produire, tu sais. Même s'il y a des petits bobos et tout ça. Fait qu'une saison de 101 points, c'est impressionnant. Ça va dans le S-tier avec son body Cole Caulfield. Bon, excusez-moi pour le bruit. Mon chat a décidé qu'il jouait avec le micro. Ensuite, on passe à Joe Veleno. Veleno, qui est un ancien choix de première ronde, qu'on n'a pas trop vu. Il a été repêché par Détroit, ça n'a jamais marché à Détroit. Là, cette année, le Canadien l'a signé. Il jouait 61 games parce qu'il a été laissé de côté les autres matchs. Là, c'est pas niveau blessure. Avec une très faible production de 2 buts et 3 aides. Il n'est qu'un différentiel de moins 12. Veleno, bon, ok, c'est plus le joueur qu'on pensait que ça allait être. Okay? C'est pas un marqueur, c'est pas un producteur de points. Mais il est capable d'amener une rigueur défensive, puis un échec avant constant. C'est un bon patineur. Il est capable d'utiliser sa vitesse puis son corps quand même pour frapper, tout ça. C'est un joueur essentiel en série. Mais il manque comme la petite touche, je pense. Je pense qu'il manque juste un peu de rythme. Ben, pas de rythme, excusez-moi, mais de constance pour rentrer dans le B tier, mettons. Fait que je vais le mettre dans le C. Parce que je pense qu'il peut nous en donner plus. Il y a des bons highlights, il y a des bons flashs, mais il peut en donner plus. Ensuite, on a Alexandre Texier. Texier la baguette. Qui a joué. Qui s'est joué au Canadien à peu près à mi-saison, là, quand on s'est mis à avoir plusieurs blessés, dont Newhook était blessé à ce moment-ci. Laine était déjà sorti depuis un bout. Dak était sorti. Puis là, on s'est mis à essayer Owen Beck. On s'est mis à essayer Jared Davidson. Parce qu'on a essayé aussi Florian Jacquet. Puis là, on a vu que nos jeunes du club école n'étaient pas rendus au niveau qu'on avait besoin qu'ils soient pour performer aux attentes du Canadien cette saison. Fait que c'est là qu'on s'est mis à aller chercher d'autres joueurs. Je pense que Texier, ça a été un bon ajout. Quand même joué 51 games. Il en a manqué une trentaine, là, dû à blessure à l'aine. Puis la saison avec 8 buts, 13 passes, 21 points, plus 9, dont dans ces 8 buts, un tour du chapeau. Ça, c'est pas rien. Puis une soirée de 3 points la veille. Ça a été une belle semaine, ça. Ça, je peux te dire que cette semaine-là, j'ai jamais été aussi fier de Kent Hughes pour d'avoir été chercher Texier. L'affaire avec Texier, c'est que après cette semaine-là, il a signé un contrat de 2 ans, 2 millions. Ça, j'ai trouvé ça un peu rapide, par contre. Mais on n'est pas là pour faire une tier list du côté administratif de l'équipe. Mais, tu sais, je trouve que c'est un peu chardonnay pour qu'est-ce que c'est. Mais Texier nous donne des bons flashs. Il a quand même un bon gabarit, il est capable de frapper. C'est pas ce qui met de l'avant dans son jeu. C'est surtout un joueur qui a une bonne vision, puis beaucoup de talent, beaucoup de mains. Un bon tir aussi. Là, l'affaire, c'est avec le Canadien, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de talent. T'sais. Fait que des fois, on sait pas où placer des joueurs de talent comme ça. Que ça finit qu'ils jouent sur une troisième ou peut-être même une quatrième ligne, avec des joueurs plus de soutien qui amènent de l'énergie, un peu moins de talent. Fait que le joueur de talent qui joue sur une troisième ligne avec des joueurs d'énergie, il n'y a plus l'aide nécessaire pour produire. Je pense que c'est un peu ça qui se passe avec Texier, malgré qu'il est capable de nous en donner pas mal. Donc, je vais le mettre en C. C'était une belle découverte. On va voir ce qu'il est capable de nous donner en série. Hein. On ne sait pas ce qu'il va nous donner comme hockey de série. On ne sait pas niveau mindset, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe. Mais c'est pas un mauvais joueur. Je ne serais pas prêt à m'en débarrasser. Mais je pense qu'il faut qu'il développe un peu plus peut-être son jeu sans la rondelle. Ensuite, on a Noah Dobson qui s'est amené cet été contre... on a échangé Emil Heinemann et 2 choix de première ronde pour ça. Sur le coup, je trouvais que c'était beaucoup. Parce que Dobson sortait d'une saison avec peu de points. Si je suis capable de vous ressortir la statistique. Ouais, Noah Dobson, l'année passée, c'est 39 points en 71 matchs à Islanders de New York. Mais l'année d'avant, 70 points. Tu sais, 60 passes. 10 buts, 60 passes, 70 points.
Avant ça, 49 points. Avant ça, 51 points. Je trouvais qu'il y avait du potentiel, tu sais. Quand même encore jeune, là, il a 26 ans, tu sais. Mais je savais que... Je me souvenais de lui dans le junior, tu sais. Je savais que ça allait être un joueur vraiment dominant. Tu sais, il a gagné la Coupe Mémoriale. Je savais que c'était un joueur dominant. Est arrivé le début de l'année, là, tu sais, c'est un gros bonhomme quand même, 6 pieds 4, mais 200 livres. Je m'attendais à ce que ce soit un défenseur mobile, qui sache frapper, puis qui score des buts. Ça, c'était l'attente que j'avais. Tu sais, je l'avais pas tant observé, hein, outre ce que je vous ai dit. Bon, OK, c'est pas un joueur très impliqué physiquement. C'est un excellent patineur. Puis le succès du Canadien passe inévitablement par son efficacité dans la relance offensive. Les premières passes, les sorties de zone, la vision. Puis aussi, c'est quand même un... Défensivement, il est quand même excellent. Là, je veux dire, pour la brigade qu'on a qui est quand même jeune, d'ajouter un joueur comme ça qui est un bon pilier, c'est sans aucun doute un ajout qui a fait une différence cette année. C'est pour ça que je le mets dans le A. Je pense qu'il a su apporter beaucoup de choses à l'équipe. Ensuite, Adam Ekstrom, jeune recrue qui a joué son... Je sais pas, c'était son premier... Ouais, il a joué ses premiers 15 matchs en Ligue nationale. Fini avec une pause. Engstrom, c'est un bon patineur. Il est bon avec la rondelle. Dans le junior. Ce qui est une bonne... dans le junior, excuse, ou dans la Ligue américaine. Ce qui fait que dans la Ligue nationale, il y a une seconde de moins dans la NHL. Là. Il y a un temps de moins quand tu as la rondelle. Puis ça paraissait parce qu'on l'a vu faire quand même beaucoup d'erreurs. Des fois, c'est comment il se place. Ça dépendait avec qui joue. Là, il jouait avec Goulet, il a joué un peu avec Hudson, il a joué avec Struble. Je pense qu'il a joué un peu avec Jacky. Je pense qu'il manque un peu de... Ben, juste de temps de glace. Là, c'est aucunement un mauvais défenseur. Là. Ça pourrait être un de nos sixièmes défenseurs de troisième paire assuré d'ici 2 ans. Mais c'est sûr que 15 matchs, l'échantillon est court. Je vais le mettre dans le D. Mais il est pas mauvais, le kid. Là. Ben, juge du monde qui sont tous meilleurs que moi, anyways. Fait que, rendu là. Ensuite, on a Kaden Goulet. Goulet, saison de 39 games. Bon, OK. Tantôt, j'ai appelé Kirby Dack Monsieur Fibre de Verre. C'est un peu la même chose pour Goulet. Là, aucune saison complète depuis ses débuts en Ligue nationale. En 2022-2023, 44 games. Saison suivante, 70 games. Saison suivante, 55. Cette année, 39. C'est sa saison la plus courte depuis 4 ans. Fini avec 2 buts, 9 passes, un différentiel de plus 5. À sa première saison, là, je me souviens que tout le monde, première, deuxième saison, là, surtout deuxième saison, c'était le défenseur qu'on utilisait contre les grosses lignes des équipes adverses. Goulet, il patine bien. Il frappe. Il est bon dans sa zone. Il gagne quasiment toujours, c'est 1 contre 1. Cette année, là, on dirait que c'était plus le même joueur. On dirait que je le reconnaissais pas. C'était par appréhension négative. C'était pas le même niveau de jeu. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a un peu déçu de sa part. Je pense qu'il est capable d'apporter beaucoup plus. On dit souvent que une expérience positive ou négative est basée sur des attentes. Et bien, malheureusement pour Kaden Goulet, je le mets dans le D parce que mes attentes étaient beaucoup plus hautes envers lui. Donc, il m'a déçu. Ensuite, on a Mike Matheson. Mike Matheson, excellent défenseur, très mobile, un des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Finit la saison avec 37 points en 78 matchs. Je pense que son nombre de points n'est pas représentatif de son talent. Je pense qu'il apporte beaucoup, même s'il n'a pas le disque, même s'il ne met pas des points sur le scoreboard, parce qu'il joue énormément de minutes dans une game. Ça doit être une moyenne. C'est une moyenne d'au moins 20 minutes, là, je ne peux pas croire, là, par game. Là. On l'a vu jouer du 25, 26, quasiment 27, parce qu'il est toujours utilisé en désavantage numérique. Puis il était pairé avec Dobson, ce qui faisait une paire assez flamboyante cette année. Donc je le mets dans le B. Parce que ce qui manquerait pour être dans le A, mettons, c'est peut-être plus de points cette année. Je pense qu'il aurait pu contribuer un peu plus. Mais son rôle était surtout un peu plus défensif. Là. C'est vraiment cette
paire défensive-là, Dobson et Matheson, qu'on mettait contre les meilleures lignes de l'autre côté, offensive. Donc, c'est sûr qu'ils ont toujours été un peu avec ben du trouble devant eux. Mais, somme toute, c'en est mieux tiré. Tu sais, l'année passée, il y avait la même mission, Matheson. On fait jouer des grosses minutes, des avantages numériques et contre les meilleurs trios. Mais l'année passée, tu sais, beaucoup de revirements et tout ça, mais tu sais, il n'y avait pas d'Hobson. Ça change une équipe, là. Rajoute un joueur comme ça. On dirait qu'il passe un peu plus dans l'ombre, puis on réussit à. Les bonnes minutes de Mike Matheson sont beaucoup plus visibles que ses moins bons coups, mettons, qu'avant on réalisait, mais tu sais, quand tu passes la moitié de la game sur la glace, normal que tu fasses des erreurs, tu sais. J'enchaîne avec David Reinbacher. Joué 2 games cette année. T'es arrivé à la fin de l'année parce qu'en ce moment, Dobson est blessé. On avait besoin d'un défenseur droitier parce que sinon, on n'a que des gauchers sur la glace. Donc, on a ramené Reinbacher du club école qui était repêché 5e il y a 2 ans. Puis là, c'était la consternation un peu. Là. Tout le monde pense qu'on aurait dû prendre d'autres joueurs avant Reinbacher. Seul le temps nous le dira si on a fait une erreur ou pas là-dessus. Mais sur un échantillon de 2 games, il n'est pas prêt pour la ligue. T'sais. Avec la rondelle, il n'est pas si pire, mais sans la rondelle, dans la Ligue nationale, le jeu se passe plus vite. Ta couverture de zone a besoin d'être beaucoup plus efficace. Tes batailles à 1 contre 1, c'est quand même un gros bonhomme. C'est pas les aspects dans lesquels ils m'ont impressionné. C'est 2 games, l'échantillon est court. Encore là, sa lecture de jeu, je trouve qu'elle n'est pas adaptée au niveau de la Ligue nationale. Mais tu sais, il y a 2 facteurs. Là. Il y a le fait qu'il a joué 2 games. Puis il y a aussi le fait que tu changes de système, veux pas, tu joues avec une nouvelle équipe du jour au lendemain. C'est sûr que tu connais pas le système par cœur. T'sais. Mais quand même, je le mets dans le F. Qui est rough pareil. Être dans la même catégorie que Patrick Laine, c'est difficile. Ensuite, on a Jaden Struble, défenseur qui a eu un peu plus de responsabilité cette année, dû à la blessure de Goulet. Mais pendant un bon moment, on avait une alternance entre Jacky et Struble comme 6e défenseur. Struble, c'est un bon patineur, joueur physique. Mais dans les missions offensives, c'est pas son talent. Puis dans une équipe autant offensive que le Canadien de Montréal, avec autant de talent, une rondelle qui circule beaucoup, j'ai l'impression que les joueurs improvisent sur la glace. Clairement, toutes les stratégies sont planifiées, mais on dirait que les joueurs improvisent puis ils savent exactement où va être l'un, où va être l'autre. Struble, c'est plus un joueur linéaire. Fait qu'il y a un peu plus de la misère à fitter là-dedans. Il joue avec Lane Hudson. Lane Hudson, c'est une toupie sur la glace. Il va partout, il revient n'importe quand. C'est un peu difficile de bien couvrir la zone puis de prendre la place de ton coéquipier dans ce moment-ci. Fait que Struble, je vais le mettre dans le D. Je pense vraiment qu'il peut en donner plus. Est-ce que les Canadiens, c'est son équipe pour sa carrière? Genre, c'est le meilleur fit? Je ne sais pas. Mais, ouais. Dans le D, mais tu sais, il était mauvais à des moments, il était bon à des moments. Mais je peux pas dire que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné cette année. Ensuite, on a Jacky. Jacky, c'est difficile, parce que Jacky, ok, c'est le gars à job qui fait rire tout le monde, mais il arrive pas à gérer un rush, genre. Il est fucking charismatique, mais la seconde que tu lui donnes, mettons en restauration, tu lui donnes plus de 4 tables, faut que tu ailles patcher en arrière de lui, tu sais. Puis là, finalement, ça te fait chier, même s'il est fucking smart, genre. C'est un peu ça, Jacky. Les gens l'aiment parce qu'il se bat. Il apporte du grit à l'équipe, il apporte du caractère. Il aime ça se porter en attaque, il aime ça essayer la grosse passe, le gros jeu. Mais c'est rarement maîtrisé, puis ça a mis son équipe plus souvent qu'autre chose dans l'embarras. Je vous sortirai la statistique, là. Arbor Jacky, en 65 matchs, 4 passes, 116 minutes de pénalité et un différentiel de -8. Donc, ouais. Personnellement, Jacky, je vais le mettre dans le D. J'aime ça là, quand il se bat, là, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il apporte pas tant quelque chose à l'équipe. Il pourrait s'améliorer.
Ça ressemble à ça. Ensuite, on a Jakub Dobeš, qui est comme devenu notre gardien numéro 1 avec 43 games. C'est lui qui a joué le plus de matchs. 29 victoires. On était si près du 30 victoires, qui est quand même une belle marque pour un gardien recru. Là, on s'entend, il y a quand même juste 24 ans. Pour un gardien, c'est quand même jeune. Fini avec 29 victoires, 10 défaites, 4 défaites en prolongation pour une moyenne de buts alloués de 2,78 et un pourcentage d'efficacité de 901. Il est dans le 900. Ça fesse, mais il est dans le 900. OK, pour les gens qui suivent pas trop le hockey ou tout ça, là, Dobeš, c'est un gardien. Tu sais, t'as comme deux styles de goaler. Soit t'es très technique, tu te fies à ton positionnement pour arrêter les rondelles. Mettons Carey Price, c'était le même. Carey Price, très technique, il savait comment se placer pour arrêter la rondelle, bouger rapidement. Puis t'as comme un autre style. Mettons, Dobeš, c'est un peu comme un goaler au handball. Il veut défier les tirs. Tu sais, il va s'avancer beaucoup pour couvrir plus d'angles du filet. Mais des fois, ça fait qu'il est déporté. Puis sur la deuxième ou le troisième retour, il est rendu 4 pattes en l'air. Tu sais, c'est un peu plus difficile. Ça s'est amélioré cette année. Je trouve qu'il est devenu un peu plus technique. Je me souviens plus du nom, là, mais l'ancien entraîneur des gardiens a été congédié à peu près à moitié de la saison. Puis c'est Marco Marciano, qui est l'entraîneur des gardiens du Rocket de Laval, le club école, qui s'est amené avec le Canadien, puis qui est devenu l'entraîneur des gardiens. Fait que j'ai l'impression que pour Dobeš, d'avoir travaillé avec le même gardien depuis ses débuts professionnels, le même entraîneur depuis ses débuts professionnels, ça l'a aidé un peu. Puis c'est quand même un joueur émotif. C'est quand même quelqu'un qu'on le sent, là, que les émotions prennent le dessus sur lui. Mais quand il est dans le bon état d'esprit, quand il est motivé, quand il est confiant, il est imbattable. Sur une séquence de 8 victoires cette année du Canadien consécutives, il a été, ma foi, flamboyant. Là. Pour vrai, des matchs de 35-36 arrêts, là, il y en a eu quelques-uns quand même cette année. Ça, il faut que je donne mon chapeau. Je pense que si c'était pas de lui, on ne ferait pas les séries. Parce que nos autres goalers, surtout Montembeault, n'a pas été à la hauteur. Même lui, au début de l'année, c'était chambranlant. Mais c'était quand même moins pire parce que des fois, il goalait un peu comme de la sauce. Mais on finissait par gagner la game pareil. Fait que tu sais, rendu là, c'est plate à dire, mais quel gardien qui a le plus gros nombre de victoires, c'est lui, tu sais. Fait que je vais le mettre dans le A pour ça. Parce que je pense qu'en deuxième moitié de saison, quand il a pris confiance, quand il nous a sorti des grosses games là, d'une trentaine d'arrêts, il nous a gardé vivants. Fait que j'ai pas le choix de le mettre dans le A pour ça parce qu'il a vraiment eu un impact sur l'équipe. Ensuite, on a Jacob Fowler, qui est né le 24 novembre 2004. On a 3 jours de différence. Ce gars-là goal pour le Canadien, man. La seule affaire que j'envie pas de ce gars-là, c'est qu'il est roux. Sinon, tout le reste, je le prendrais sans arrêt. Fowler a fait ses débuts avec le Canadien cette année. Ses débuts professionnels. En 17 matchs, c'est 9 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation pour une moyenne de buts alloués de 2,44 et un pourcentage d'efficacité de 908. C'est le pourcentage d'efficacité le plus élevé. Mais l'échantillon est court. 17 matchs, c'est un peu... c'est pas beaucoup. Je pense qu'on a vu quand même une force de caractère chez Fowler, ce qui est intéressant de voir pour un jeune gardien de 21 ans. Je pense que l'avenir est brillant pour lui. C'est un gardien plus technique que Dobeš, tout à l'opposé. Plus petit gabarit. Des fois, ce qui est fatigant d'un gardien technique, c'est que quand il fait une erreur, c'est dans sa technicalité, donc c'est dans son positionnement, ce qui fait que c'est un but direct. T'sais. Des fois, ça a l'air moins bon dans ses faiblesses, un gardien technique, parce qu'il y a un tir à rendre direct, parce qu'il était mal placé. Mais dans sa tête, il anticipe les retours. C'est comme si c'était quelqu'un de plus anxieux versus quelqu'un de très confiant. T'sais. Le gars confiant va s'avancer extrêmement beaucoup dans son filet pour défier le tir. Versus quelqu'un d'anxieux, il va anticiper les retours, il va anticiper une passe, il va anticiper toute autre situation que le tir direct. Donc, il se place pour contrer plus qu'une attaque imminente. Mais Fowler a quand même bien fait. L'échantillon est court, mais il faut que je vous avoue que quand je le vois dans les buts, je suis vraiment excité. Dans ma tête, c'est le prochain Carey Price. Là.
ça se peut que je sois déçu en me disant ça. C'est sûr que je mets les attentes hautes. Mais je suis quand même fier de lui. Bonne saison. Tantôt, j'ai dit que les gars dans le C, c'était les gars qui pouvaient en donner plus, slash les gars que je voyais pas vraiment, tu sais, un peu invisible. J'ai pas le choix de le mettre dans le B. Parce que les fois que je l'ai vu, ben, c'était excitant comme game. Fait que, non, je le mets dans le B. Ensuite, on a Samuel Montembeault. Je sais pas si c'est le curse des annonces McDo ou les annonces de Rona ou les annonces de Rona et de McDo, mais si, que ça n'a pas été facile pour Montembeault cette année. Seulement 25 départs, 10 victoires, 8 défaites, 4 défaites en prolongation. Moyenne de buts alloués de 3,44 et un pourcentage d'efficacité de 872. Ah, c'était pénible. Regardez Montembeault cette année, là, je ne peux pas vous mentir. Encore là, c'est peut-être biaisé par les attentes qu'on avait après 62 départs l'année passée. Mais est-ce que c'est la fin pour Montembeault à Montréal? Je pense que oui. Je pense que l'équipe est à un moment dans son ascension où ils veulent s'améliorer rapidement. Puis il y a beaucoup de jeunes qui ont faim puis qui veulent prendre position dans cette équipe-là. Puis on n'a pas de temps pour des erreurs. On n'a pas de temps pour du monde qui ont de la misère puis qui bug d'une certaine façon. Fait que Montembeault, je le mets dans le F. J'ai vraiment été déçu de son année. C'est même pas genre je veux qu'il m'en donne plus. J'ai juste été déçu. J'ai l'impression que c'est mental aussi. C'est plate à dire. C'est sûr, t'es Québécois. Tu passes d'être le goaler numéro 1, le goaler qui amène ton équipe en saison, en série, avec 62 départs, le plus haut total dans la Ligue nationale l'année passée. Puis cette année, tu t'écroules, là, mais littéralement à chaque match, dès qu'il se faisait scorer un but, on dirait que je le voyais mal se parler, je le voyais ruminer. Ça se voyait qu'il y avait de la misère mentalement. Là. Fait que je pense que qu'est-ce qui est le mieux pour lui, c'est peut-être d'aller se reconstruire ailleurs. Je pense que jouer avec moins de pression dans une équipe où la défensive est peut-être moins offensive, peut-être plus des gros bonhommes devant lui, je pense pas que ça peut être mal, tu sais. Je pense à, mettons, je sais pas, mais tu sais, pour aller jouer dans une autre équipe, là, je pense qu'un nouveau départ, ça lui ferait du bien. J'ai Lane Hudson. Lane Hudson, je pense que c'est mon joueur, un de mes joueurs préférés. Okay? Moi, j'ai été défenseur longtemps quand je jouais au hockey et j'ai jamais été capable de faire ne serait-ce que le moins que peut nous offrir Lane Hudson. C'est un joueur impressionnant. L'année passée, il gagne le Calder, qui est le trophée pour la meilleure recrue de la Ligue nationale, avec 66 points. Et on se disait, wow, 66 points pour un défenseur recru de 5 pieds 9 à 162 livres, c'est une plume. On était comme, regarde, c'était super nice, belle année, content qu'il ait gagné le Calder, mais l'année prochaine, le monde va avoir son numéro, le monde va savoir comment il joue, il va se faire frapper, puis il pourra plus se démarquer. Tu sais, des fois, une année, c'est comme, personne ne le voit venir, personne n'a le temps de s'adapter, ça donne ça. L'année d'après, des fois, plus difficile. Souvent, les joueurs recrues, si la première année est bonne, la deuxième, des fois, il se fait plus checker. Ou les attentes sont plus hautes envers lui. Puis là, il n'est pas capable d'accoter les attentes. T'sais. Il y a un côté psychologique quand même, des fois, au hockey, que le gars il est peut-être bien bon, il a peut-être des skills, mais des fois, c'est dans sa tête qu'il n'est pas capable de dépasser les attentes. Pour Lane Hudson, c'est tout le contraire de ça. C'est 78 points cette année. 12 buts, 66 passes. C'est le double de buts de l'année passée. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est pas un joueur qui tire beaucoup. Puis il l'a dit lui-même, son tir, c'est pas sa force. Pas satisfait de son tir. Mais cette année, c'était remarquable à quel point il avait plus confiance. On l'a vu tirer plus de fois. Des montées à l'emporte-pièce. Là, il fait la glace au complet puis il s'en va à mettre dedans. Pour un partisan aussi, je veux dire. C'est un spectacle. Là. Regardez, là, c'est vraiment intéressant. Fait que je vais le mettre dans le A. Je le mettrai pas dans le S parce que je pense que Lane Hudson peut nous apporter un peu plus défensivement s'il veut devenir un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Offensivement, aucun doute, dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais défensivement, il faut qu'il trouve juste un moyen d'être un peu plus fiable défensivement. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais ceci étant dit, il finit quand même la saison avec un différentiel de plus 36. C'est excellent. Mais quand même beaucoup de jeux, des fois, qui. Il monte la rondelle, tout ça, il déjoue 3-4 joueurs, puis à un moment donné, hop, il se fait avoir, puis là, le jeu revient de bord, puis là, il se fait scorer. Puis quand il se fait scorer, il est toujours. Tu le vois sacrer sa glace. Tu le vois, des fois, il se penche, puis je peux lire sur ses lèvres, je le vois qu'il est en crise. Mais la beauté de ça, c'est que Lane Hudson, après qu'il se fasse scorer un but, est 1000 fois plus dangereux que la séquence d'avant. Non, je pense que pour ça, je vais le mettre dans le S. Il a une force de caractère, ce gars-là. Il se fait scorer, il est comme, ah ouais, t'as scoré contre moi, il est capable de te prouver qu'il est encore meilleur que ça, puis souvent, il est encore plus à la coche le jeu d'après. Fait que je le mets dans le S, finalement. Puis, on a, pour terminer, Alexandre Carrier. Carrier, saison de 73 matchs avec 22 points, différentiel de plus 2. Carrier, c'est un bon joueur, petit gabarit, défenseur quand même assez offensif, mais il se responsabilise de plus en plus défensivement. L'affaire de Carrier, c'est qu'il se fait frapper beaucoup. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des joueurs comme ça que j'ai l'impression, pas nécessairement qu'ils sont ciblés par les autres équipes, parce que c'est pas comme t'affrontes le Canadien, t'affrontes Alexandre Carrier et les autres gars, tu sais. C'est pas nécessairement une tête d'affiche, c'est pas une menace imminente sur la glace. C'est un bon joueur, mais c'est pas un monstre pour les autres équipes. Mais c'est peut-être dans la façon qu'il se protège quand il reçoit une mise en échec, mais il se fait souvent frapper lourdement. Genre, si Kirby Dax se faisait frapper comme lui à tous les matchs, ça ferait longtemps qu'on aurait été à ses funérailles, vous comprenez? Fait que pour ça, Carrier, je vais le mettre dans le C. C, on se rappelle, joueur un peu invisible, mais qui travaille bien. T'sais. Donc, ça conclut la tier list, tout le monde. Merci aux geeks qui sont restés, fans du Canadien, qui voulaient mon avis. Je suis conscient qu'il y en a beaucoup qui ont décroché depuis longtemps. Donc, je vous fais juste un petit wrap-up là, de la tier list. Donc, dans le S, on a Cole, Caulfield, Nick Suzuki, Lane Hudson. Dans le A, on a Slavkovski, Dobson, Jakub Dobeš. Dans le B, on a Josh Anderson, Ivan Demidov, Oliver Kapanen, Mike Matheson, Jacob Fowler. Dans le C, on a Philippe Dano, Jake Evans, Alex Newhook, Joe Veleno, Alexandre Texier ainsi que Alexandre Carrier. Dans le D, Kirby Dack, Brendan Gallagher, Adam Engstrom, Caden Goulet, Jaden Struble et Arbor Jackay. Et dans le F, on a Patrick Laine, David Reinbacher et Samuel Montembeault. Donc, ça conclut ma tier list des Canadiens pour l'année 2025-2026. Maintenant, j'ai envie de me lancer. On reste dans le même sujet. On reste dans le hockey. Je vais y aller avec mes prédictions pour le premier tour des séries. Toutes les match-ups sont sortis. Dans l'Est, on a même les avantages de la glace. Dans l'Ouest, il reste à déterminer les avantages de la glace pour certains débats, mais je vais quand même y aller de mes prédictions, malgré tout, parce que c'est pas de la science exacte. Sinon, ça serait le podcast de Charles Tisser, et moi, je n'existerais pas. Donc, dans l'Est, on y va avec une surprise, les Sabres de Buffalo, qui ont fini premier dans l'Est. Première présence en séries éliminatoires en 14 ans pour les Sabres. Les Sabres ont connu toute une saison. Offensivement, ça l'a débloqué. Défensivement, ça s'est solidifié. Dans les buts, ça fait le travail. Les Sabres affrontent les Bruins. Les Bruins, c'est tout le contraire. L'année passée, les Bruins ont vendu à date limite de transaction. Ils se sont débarrassés des gros contrats, des gros joueurs. On sentait pas une reconstruction, mais on sentait que l'équipe abandonnait sur l'année précédente. Puis là, on se présente avec une équipe avec des joueurs. Il n'y a personne de flashy, mettons, à part Pasternak, McAvoy à défense, puis Swayman, un goaler qui avait beaucoup de potentiel, mais qu'on n'avait jamais vu se développer dû à la pression du marché, puis fait qu'il soit quand même jeune et tout ça. Puis on se présente quand même en série, avec l'avant-dernière place disponible pour les playoffs. Mais je pense que la confiance des joueurs de Buffalo va prendre le dessus. Je pense que Buffalo va l'emporter en 6. C'est ma prédiction. Buffalo en 6. Ensuite, on va voir la bataille de la Pennsylvanie.
Les Pingouins contre les Flyers. Flyers, première présence aussi depuis plusieurs années. Ils se sont qualifiés à leur avant-dernier match en tir de barrage. Ils ont conclu leur qualification pour les séries. C'est un beau spectacle. C'est un peu peut-être l'équipe Cendrillon cette année, j'ai envie de dire. Là. On les attendait pas nécessairement en série. Mais ils sont là. Il y a une équipe remaniée. Hein, c'est plus les Flyers qu'on connaît. C'est plus cette équipe nécessairement, je dirais, polyvalente, qui est capable et de frapper, et de déranger, et de scorer des goals. Mais c'est une équipe sournoise. Là. Je pense qu'ils peuvent causer la surprise. Ils jouent contre les vieux Penguins de Pittsburgh. Je dis les vieux parce que Crosby, 38 ans, Malkin, 39, Le Temps, 38. Les têtes d'affiche sont vieillissantes. Là. Même Erik Karlsson, il vieillit. Puis dans les vues, ils ont Stuart Skinner, qui a été échangé contre Tristan Jarry dans l'échange Penguins versus Oilers. Je pense que les Penguins vont réussir à passer cette ronde en 7. Mais à l'arraché. Là. La plupart des matchs vont se jouer en prolongation. Là. Je pense que ça va être difficile. Tu sais, les Flyers, beaucoup de jeunes joueurs, fait qu'un peu moins d'expérience en série, mais ils veulent. Puis ils sont déterminés, puis c'est des joueurs fatigants. Puis en série, tu joues contre des trios éreintants comme ça, c'est là que tu développes une certaine force là, en série. Fait que je pense que les Pingouins vont l'avoir par leur expérience un peu. Je pense qu'ils vont être transportés un peu par l'idée d'une dernière run en playoff pour Crosby. Mais ça va être difficile. Fait que je dis Pingouins en 7. Ensuite, on a un duel entre les Hurricanes et les Sénateurs. Hurricanes, une équipe très offensive, mais très linéaire dans son jeu. Eux autres, le mandat, c'est on tire le plus possible sur le goaler jusqu'à ce que ça rentre. Et là, tu joues contre Ottawa, qui est une équipe avec une défensive aucunement défensive. J'ai l'impression, je pense que la Caroline va l'emporter en 5. Parce que Caroline, ils rentrent toujours dans les playoffs. Ils ont des bonnes saisons. Là. Depuis 5-6 ans, là, Caroline, là, maudit club, là, sont vraiment bons. Mais ils se dégonflent toujours en série. Mais ils se dégonflent quand ça devient difficile parce qu'ils sont plus capables de tirer, quand ils sont contrés dans leur seule force. Mais la première ronde, ça va être facile. Là. Ils vont être capables de tirer en masse. Là. C'est pas comme s'ils jouaient contre une équipe qui resserre beaucoup le jeu dans leur zone défensive et qui les empêche de tirer. Non. Moi, je crois aux Hurricanes. Je pense que les Hurricanes vont passer cette série-là haut la main, 5-1. En même temps, je déteste les Sénateurs. Mais regarde, là, c'est aucunement une partisanerie. Là. J'essaie d'analyser le jeu le plus objectif possible. Ça reste ma prédiction. Ensuite, bon, OK, le débat qui me touche personnellement. Canadien Tampa Bay. Qui va gagner? Bon. Ma thèse se divise en deux. Du côté, mon cœur te dirait Canadien en 6. Tampa, c'est une puissance depuis des années dans la Ligue. Mais on a joué contre eux cette année, puis on a réussi à gagner. Je pense qu'on a gagné 2 de nos 4 duels. En tout cas, il y en a un qu'on a perdu 6-1, je le sais, c'était mon cadeau de fête, j'étais au Centre Bell, et j'ai été très déçu. À la fin, j'essayais de partir le go abs go, là, quand c'était 6-1, un mardi, personne n'embarquait. Le monde me regardait genre, pourquoi tu crois encore aux Canadiens? En tout cas. Fait que ça m'a profondément brisé le cœur. Ils m'ont aussi brisé le cœur en 2021 quand ils ont gagné la Coupe Stanley contre nous, dans un calendrier qui était remanié, où les Canadiens étaient dans la conférence de l'Ouest. C'était bizarre, ça, mais regarde. Ça nous a permis de rêver un peu et d'assister à une finale de Coupe Stanley. Fait que c'est ça. D'un côté, tu as une équipe de vétérans, une force offensive. Ils frappent. Ils n'ont pas peur d'acheter les gants. On l'a vu jeudi passé. Là, 126 minutes de pénalité décernées dans le match contre le Canadien au total. C'est une équipe bâtie pour les séries. Donc, ça va être un vrai défi. Mais le Canadien nous a surpris toute l'année. C'est des jeunes qui cessent de se dépasser puis qui nous sortent des performances hors de l'ordinaire. Donc, c'est ça. Mon cœur dit Canadien en 6. Ma tête dit Lightning en 7. À voir qui va gagner, ma tête ou mon cœur. Dans les deux cas, c'est deux parties qui vivent dans moi, donc je vais avoir raison. Mais c'est ça. Ça, c'est mes prédictions dans l'Est. Donc, techniquement, à la round 2,
on devrait voir Buffalo contre soit Canadien ou Tampa, parce que c'est la seule décision que j'ai prise qui n'était pas claire. Ensuite, de l'autre côté, on devrait avoir Tampa contre Hurricanes. De l'autre côté, Colorado, une puissance de la Ligue établie depuis le début de l'année. Je veux dire, cette équipe-là a 53 victoires. C'est impressionnant comment c'est un rouleau compresseur. En plus, à la date limite des transactions, ils sont allés chercher de la profondeur. Ils sont allés chercher des joueurs qui frappent, qui dérangent, mais qui scorent des goals. Puis des joueurs qui ont de l'expérience en série. Ils sont allés chercher notamment Nazem Kadri. Ils se sont renforcés à la défensive aussi, une défensive complète. Ils n'ont pas de faille. Puis ils jouent contre les Kings qui se sont qualifiés pour les séries avec un nombre impressionnant de défaites en prolongation. Défaite en prolongation, ça te donne quand même 1 point, OK? Versus une victoire qui te donne 2 points. Mais c'est accablant comment... Ils ont juste 35 victoires, les Kings. 20 défaites en prolongation. Puis ils font quand même les séries. Avec juste 90 points. Pour vous donner une idée, si les Kings étaient dans l'association de l'Est avec 90 points, ils seraient 13e sur 16. Versus, là, dans l'Ouest, avec 90 points, ils sont 8e. Il y a vraiment un débalancement un peu dans la Ligue nationale qui est en train de s'imposer entre les équipes de l'Est et les équipes de l'Ouest. En tout cas, cette année. Ça ne veut peut-être pas dire que ça va être ça toutes les années, mais cette année, c'est de même. Fait que Colorado va gagner ça en 5. Ils vont en perdre une. Ils sont pas parfaits, là, je veux dire. J'ai dit qu'ils sont sans faille. Ils vont peut-être en perdre une. Non. Ouais, ils vont sûrement en perdre une. Mettons, ce serait la prédiction simple. Là. Je dis Colorado en 5. Ensuite, Dallas, Minnesota. C'est probablement le duel qui va être le plus intéressant, selon moi. Ça va être la série la plus intéressante du premier tour. 2 grosses équipes. Mais je pense que Dallas va l'emporter pour sa puissance offensive. Ce qui manque un peu au Minnesota. Il nous manque ils ont Kaprizov, qui est une très grosse vedette. Matthew Boldy, c'est un très bon joueur. Ils ont été chercher Quinn Hughes à défense, qui compte quasiment comme un attaquant. Mais je pense qu'il va leur manquer un petit push en série. Là. Il va manquer comme le joueur qui aurait pu scorer un but qui fait la différence. Dallas va l'emporter en 7. Je pense que ça va être une série difficile quand même. Je pense pas que Minnesota va donner ça tout cru dans le bec à l'équipe du Texas. Pour ce qui est du 3e duel dans l'Ouest, on a les Golden Knights de Vegas contre le Mammouth de l'Utah. Oui, la nouvelle équipe qui est en fait anciennement les Coyotes d'Arizona qui ont déménagé en Utah, qui sont devenus les Mammouths de l'Utah. Vegas a une saison correcte. Je pense que ils n'ont pas comme impressionné personne, même si on finit premier de la Pacifique avec 38 victoires, 26 défaites, 17 défaites en prolongation. J'ai pas l'impression qu'ils vont être si excitants que ça à regarder, comme ça a déjà été un rouleau compresseur, exemple, en 2022 quand ils ont gagné, 2022 ou 2023 quand ils ont gagné la finale de la Coupe Stanley. L'Utah n'a rien à perdre. Je pense qu'ils vont donner un bon battle. Mais pas de là à gagner. Je pense que Vegas va gagner ça en 6. Et dernier duel, on a les Oilers d'Edmonton qui vont jouer contre les Ducks d'Anaheim. Les Ducks aussi, retour en série depuis longtemps. Une jeune équipe avec des bons joueurs. Il y a un bon mix de vétérans et de jeunes joueurs. Dans la même équipe, tu as un Beckett Senecki, tu as un Cutter Gauthier, Leo Carlson, Mason McTavish, puis tu as aussi des vétérans comme Chris Kreider, Jacob Trouba, Radko Gudas. Il y a un bon mix dans cette équipe-là. Je pense que ça peut avoir une bonne recette pour les séries éliminatoires. Mais tu joues contre Edmonton. Edmonton, ça n'a pas été une saison exceptionnelle. Je pense que même peut-être Draisaitl, qui est le 2e meilleur joueur de cette équipe-là, va manquer peut-être les premiers matchs de la série ou la série complète. Là, il est encore blessé, je pense, à ce que je sache. Ça va être un peu difficile, mais je vais dire Edmonton en 6. Mais je pense qu'Anaheim va gagner les 2 premières games. Je pense qu'ils vont les surprendre, puis Edmonton va se reprendre.
ils vont être surpris et ils vont se reprendre. Excusez, parce que sinon, comment je le disais, j'ai 2 fois le même mot. Mais c'est ça. Fait que Edmonton va l'emporter en 6. Donc, dans l'Ouest, en round 2, on aurait Colorado contre Dallas et Vegas contre Edmonton. C'est mes prédictions pour le premier tour des séries. Est-ce que ça fait du sens? Selon moi, oui. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Très certainement que non. Je pense qu'en série, on peut toujours être surpris. Il y a toujours une équipe qui sort de nulle part, qui se démarque selon les blessures ou les motivations, tout ça. C'est ce qui rend ce sport-là si beau. Je pense que c'est un tournoi long. Puis c'est là qu'on voit les équipes qui sont déterminées et les équipes qui ont les effectifs nécessaires pour performer en série. Je voulais finir ça sur justement les séries du Canadien. Canadien qui a sorti une alternative cette année pour les gens qui ont un petit budget. Ça s'appelle le Watch Party extérieur du Canadien de Montréal. L'année passée, on se qualifiait pour les séries, on jouait contre Washington. Les 2 matchs qui se passaient au Centre Bell, le Centre Bell était rempli à craquer. À l'extérieur, ils ont décidé de mettre 2 écrans pour que les gens puissent regarder la game dehors, sur l'avenue des Canadiens. J'y étais, c'était jam de fucking pack. Ça débordait même sur l'autre rue. On devait être 20 000 dehors. On devait être autant en dedans, le Centre Bell, qu'à l'extérieur. L'ambiance, c'était malade. Parce que c'était quasiment tous des jeunes qui n'ont pas le budget de se payer un billet pour les playoffs. Puis là, tout le monde est à l'extérieur. Fait que niveau ambiance, c'était cool. C'est sûr, c'est plein de jeunes. Fait que des fois, il y a quelques débordements, là, veux pas. Cette année, la formule reste la même. On offre aux partisans de pouvoir regarder le match dehors avec écran géant, le son, tout le kit. Mais cette année, les places sont limitées et il y a des billets gratuits. J'ai essayé de me procurer des billets. Moi, je me suis mis un cadran sur mon cell 1 heure avant la date et l'heure de la sortie des billets. Puis sur le coup, ben classique, comme tous les sites, là, quand les billets sortent, j'ai pas réussi à me pogner de billets. Parce que le site, il buguait. Mais comme je suis membre Abs Plus, qui coûte absolument rien, on m'a offert 2 billets à échanger contre mes points Abs Plus. Qui est un peu complexe à expliquer, mais en tout cas, finalement, c'était comme pas gratuit parce qu'il a fallu que j'utilise mes points Abs Plus pour m'acheter 2 billets. Puis j'ai vu sur les réseaux que ça avait quand même... Ça déplaisait quand même beaucoup là, à la partisanerie montréalaise, le fait que les places soient limitées puis que ce soit des billets gratuits, que là, ben, il y a beaucoup de gens qui ont pris des billets puis qui les revendent alors que c'est censé être gratuit. Fait que là, si tu veux y accéder, t'es obligé de payer puis le monde met genre 30-40$ pour une affaire qui est gratuite. Je comprends que ça fâche le monde. Mais d'un côté, c'est ça, finalement, j'ai réussi à me prendre 2 billets. J'ai hâte de voir l'expérience. Est-ce que on va être un peu moins tassé? Parce que l'année passée, c'était vraiment un fléau à quel point ça a dû prendre 1 heure, là, sortir de là, se rendre au métro. L'enfer, tu sais. Est-ce que on va être moins tassé? Est-ce que le fait que ça soit organisé un peu, peut-être, est-ce qu'on va avoir accès à, exemple, de la nourriture? Est-ce qu'il va y avoir des tirages sur place? Est-ce qu'il va y avoir de l'animation? Est-ce qu'il va y avoir des salles de bain? Est-ce qu'il va y avoir un petit plus? Le fait qu'il y ait un billet, même s'il est gratuit. T'sais. Le fait d'être là, d'avoir une place limitée, est-ce que ça va nous apporter quelque chose de plus? Je vais attendre de vivre l'expérience pour poser mon jugement si c'était une bonne idée de la part de l'administration de mettre des billets ou pas. Mais, ceci étant dit, j'ai hâte de vivre l'expérience et j'ai surtout hâte d'écouter les playoffs et que les Canadiens défoncent les maudits Lightning de Tampa Bay. Parce que c'est ce que mon cœur veut et c'est ce que je souhaite. Donc, sur ce, passez un bon reste de semaine, tout le monde. Et puis, prenez soin de vous et go Abs, go! Ciao!